Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 22 octobre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit ce mercredi le président de l'organisation patronale russe Business Russia, Alexei Repik, ainsi que le ministre biélorusse des Affaires étrangères Maxime Rezinkov et la délégation qui l'accompagne. Sahara occidental, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Islam Baïsat, affirme à Alger que la proposition sahraoui élargie, envoyée par le secrétaire général du Front Polisario au secrétaire général de l'ONU, était une initiative globale et démocratique guidée par les options possibles dans le cadre de la décolonisation et de l'exercice du droit à l'autodétermination. Le fragile cessez-le-feu à Gaza tient toujours à l'heure où les Palestiniens enterrent les corps de 54 Palestiniens non identifiés remis par l'entité sioniste la semaine dernière dans le cadre de l'échange de prisonniers. Il est entré dans l'histoire, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est devenu le premier président français et européen à être incarcéré. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi le président de l'organisation patronale russe Business Russia, Alexei Repik. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rakash, et du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu également ce mercredi le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxime Rezinkov, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Auparavant, c'était le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, qui avait reçu son homologue biélorusse, Maxime Rezinkov, qui effectue une visite officielle en Algérie. Les deux ministres ont eu un entretien en tête-à-tête, élargi ensuite aux membres des délégations des deux pays. Cette rencontre a permis un examen approfondi de l'état de la coopération entre l'Algérie et la Biélorussie, alors que les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux ministres ont par ailleurs échangé les vues et les analyses sur nombre de questions internationales et régionales, soulignant la nécessité de poursuivre le soutien mutuel et la coordination dans les forats internationaux. Hier soir, Ahmed Attaf s'était entretenu par téléphone avec son homologue russe, Sergei Lavrov. L'entretien s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation régulière entre les deux ministres sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun à la lumière du partenariat stratégique étroit unissant les deux pays. Les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité au cours de la présidence russe de cet organe central des Nations Unies. À leur tête, la question de la décolonisation du Sahara occidental et au sujet de laquelle une résolution est attendue avant la fin du mois.
Et coopération militaire à présent avec la poursuite ce mercredi de la visite du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en République de Corée, dans le cadre de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025. Depuis 4 jours, Saïd Chengriha enchaîne les rencontres, assiste aux exhibitions et s'enquiert des technologies de pointe. Safouane Bessabri. Saïd Chengriha, général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite en République de Corée dans le cadre de l'ADEX 2025. Lors du 4e jour de sa visite, sur invitation du ministre coréen de la Défense, Saïd Chengriha a visité avec la délégation qui l'accompagne les entreprises Satrec Initiative et Hanwha Aerospace, toutes deux installées dans la ville de Daejeon, où il s'est par ailleurs enquis de leurs capacités industrielles et technologiques dans les domaines de coopération potentielle entre l'Algérie et la République de Corée, notamment dans les domaines de l'aérospatial et de la défense. Cette visite a constitué une opportunité pour le chef d'état-major de l'armée nationale populaire d'explorer les capacités industrielles importantes dont disposent les entreprises et d'évoquer les voies de la coopération bilatérale. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au siège de la société Hanwha Aerospace, où de plus amples explications lui ont été fournies sur cette entreprise et ses capacités industrielles prometteuses, notamment dans le domaine de l'aviation, de l'aérospatial et des systèmes électroniques de défense. Saïd Chengriha a tenu à saluer le niveau remarquable atteint par les entreprises de défense coréennes, exprimant ainsi son admiration tant en matière de ressources humaines, mais aussi en termes d'équipements technologiques de pointe dont elles disposent. De leur côté, les responsables des entreprises coréennes ont exprimé leur souhait d'explorer les opportunités d'un partenariat efficace avec l'Algérie. Toujours dans le chapitre coopération, le ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Zig, a réaffirmé ce mercredi depuis Genève, en Suisse, l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement visant à réaliser le développement économique durable et à promouvoir le commerce international. C'était lors de la séance plénière de la 16e session de la CNUSED. Mesdames et messieurs, je remercie la CNUSED de ses efforts continus pour appuyer le développement durable et faciliter le commerce international. J'ai le plaisir de m'adresser à cette auguste assemblée qui constitue une tribune importante pour consolider la coopération économique sur le plan international. Notre participation à cette session découle de notre foi dans le dialogue et l'action collective pour bâtir un ordre économique plus équitable et plus inclusif, basé sur les principes des partenariats, de l'équité et des responsabilités partagées. Cette 16e conférence a sélectionné pour thème « Façonner l'avenir en stimulant la transformation économique pour un développement équitable, inclusif et durable ». Cette thématique est d'autant plus importante car elle couvre l'une des questions les plus stratégiques aujourd'hui, notamment à l'aune des conflits géopolitiques et des transformations économiques et environnementales qui impactent grandement l'économie mondiale, ce qui implique une révision de l'ordre commercial et économique international afin de défendre les intérêts de tous les peuples sans exception. Au volet énergie, le ministre d'État algérien, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu ce mercredi à Doha avec le ministre d'État qatari aux affaires énergétiques, Saad Ben Chalida Al-Kaabi, avec lequel il a examiné l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines, ainsi que les échanges bilatéraux dans les domaines techniques et le développement des projets communs dans l'industrie pétrolière et gazière. Cette rencontre tenue en prélude à la participation d'Arkab à la 27e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, prévue demain à Doha, a permis aux deux parties de passer en revue l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines.
En parlant énergie, le président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, a affirmé ce mercredi la disposition du groupe algérien à entamer une nouvelle phase marquée par l'ouverture sur les marchés internationaux qu'il a qualifiée de nécessité stratégique pour renforcer sa compétitivité et assurer une croissance sur le long terme. Il s'exprimait lors d'un atelier de 2 jours consacré à l'expansion internationale des filiales du groupe organisé à l'Institut algérien du pétrole situé dans la wilaya de Boumerdès. Donc c'est une... Ces journées ou ateliers s'ouvrent aujourd'hui pour étudier les meilleures méthodes que le groupe Sonatrach pourrait adopter pour s'étendre à l'échelle mondiale, en particulier en Afrique. Cela représente une excellente opportunité pour les autres filiales de Sonatrach actives dans diverses spécialités. En effet, le groupe dispose de plusieurs entités spécialisées, 2 entreprises de forage, 2 entreprises dédiées au service des puits, ainsi que 4 entreprises spécialisées dans la construction des installations, en plus de l'ENAGEO. Ces ateliers devraient aboutir à des recommandations visant à définir la meilleure stratégie d'expansion internationale, permettant ainsi à Sonatrach d'élargir son champ d'activité. Cette expansion sera bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour les pays demandeurs, notamment les pays en développement qui sollicitent des expertises pour les aider. Transport, l'ambassadeur d'Algérie au Tchad, Faisal Djaouti, a affirmé ce mercredi que la nouvelle ligne aérienne reliant Alger à N'Djamena, inaugurée hier, constituait un pont pour renforcer la connectivité africaine et consacrer la position stratégique de l'Algérie. Il s'exprimait à l'arrivée du premier vol direct d'Air Algérie à l'aéroport international Hassan Jamous de N'Djamena. Grâce au leadership des 2 présidents, M. Abdelmajid Tebboune, président algérien, et le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République du Tchad. Nous nous réjouissons de la décision solennelle du président Tebboune de faire de N'Djamena une priorité et une destination prioritaire qui se concrétise ce jour par le premier vol d'Air Algérie en liant 3 villes africaines, Douala, Alger et N'Djamena. Cet événement majeur a incarné la volonté des dirigeants de nos 2 pays à renforcer l'intégration économique et élargir la perspective de la coopération sud-sud. Dans son discours d'inauguration de l'IATF 2025 à Alger, le président Abdelmajid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus de développement en Afrique et a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus et renforcer la souveraineté des pays africains. L'ouverture de cette ligne aérienne est un jalon supplémentaire dans le renforcement des relations séculaires qui existent entre nos 2 États, liées par l'histoire, la culture, la tradition et effectivement la solidarité africaine. En reliant Alger à N'Djamena, Air Algérie crée un pont stratégique entre l'Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent qui est le Tchad. Ce vol renforcera davantage les échanges économiques entre nos hommes d'affaires, facilitera davantage la mobilité de nos étudiants et offrira évidemment de nouvelles options à nos voyageurs tchadiens et algériens. Et enfin, dans notre dossier coopération, un forum d'affaires algéro-hongrois s'est tenu ce matin à Alger, réunissant des représentants des gouvernements et des milieux universitaires et économiques des 2 pays. L'événement vise à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs clés comme l'industrie verte, la construction durable, la gestion de l'eau et des déchets, l'agriculture innovante et les énergies renouvelables. L'événement d'aujourd'hui reflète notre vision commune selon laquelle la durabilité n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité économique et intellectuelle. C'est un domaine où la coopération entre les États, les institutions et les acteurs économiques peut véritablement faire la différence. Nous sommes très fiers de la présence ici en Algérie de 9 entreprises hongroises ainsi que de la participation en ligne de 12 autres entreprises hongroises.
venus présenter leurs solutions innovantes dans les domaines des technologies vertes, de la gestion de l'eau, de l'agriculture durable et de l'innovation numérique. Au cours de la session d'aujourd'hui, nous explorerons comment la connaissance, l'innovation et l'entrepreneuriat peuvent s'intégrer pour soutenir le développement durable. Je suis convaincu que les échanges et les réunions B2B aboutiront à de nouveaux partenariats, à de nouvelles idées et à de nouvelles amitiés. C'est l'occasion de faire rencontrer les opérateurs algériens et les représentants des institutions en charge de l'économie et de l'investissement avec leurs homologues hongrois. C'est l'occasion de présenter le climat d'investissement dans notre pays, les opportunités d'investissement également, et de discuter des voies et moyens de concrétisation des partenariats gagnant-gagnant entre les différents opérateurs qui sont présents ou qui le seront à d'autres occasions. Nous avons eu l'occasion d'exprimer les évolutions qu'a connues le climat d'investissement dans notre pays. Notre pays s'est engagé dans une série de réformes, dans une refonte globale et radicale de modernisation du climat d'investissement, d'amélioration des dispositifs d'investissement de manière générale, d'attribution du foncier industriel, de l'exercice des activités commerciales. Nous avons eu donc l'occasion d'exposer ça, mais également de présenter les avantages que présente notre pays et les atouts à l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape en termes d'attractivité des investissements, avec une nouvelle approche qui consiste à mettre en œuvre et surtout à mettre en valeur tout le potentiel et les atouts stratégiques qu'offre l'Algérie en matière de promotion de l'investissement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le climat des affaires est bien adapté à une nouvelle vague d'investisseurs, surtout qu'on est en train de s'ouvrir pour s'intégrer dans les chaînes de valeur internationales. Et là, je pense que l'Algérie a tous les atouts pour y réussir, surtout avec son potentiel en termes de main-d'œuvre qualifiée, en termes aussi du climat des affaires qui a été révolutionné par la nouvelle loi d'investissement. Je vous le disais en titre, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Islam Baïsat, a affirmé ce mercredi à Alger que la proposition sahraoui élargie envoyée par le secrétaire général du Front Polisario au secrétaire général de l'ONU était une initiative globale et démocratique guidée par les options possibles dans le cadre de la décolonisation et de l'exercice du droit à l'autodétermination. Mohamed Islam Baïsat s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'ambassade sahraoui à Alger. La proposition sahraoui comprend des éléments nouveaux et importants, reflétant une réponse volontaire de la partie sahraoui une bonne foi face aux appels répétés du Conseil de sécurité qui a, à plusieurs reprises ces dernières années, exhorté les deux parties à élargir et à développer leurs propositions. La proposition sahraoui est pleinement conforme aux règles et aux normes du droit international auxquelles il est impossible de les violer, notamment celles relatives au règlement des conflits tels qu'énoncés dans la Charte et les principes des Nations Unies, ainsi que dans les résolutions de la communauté internationale. Cette proposition représente une initiative honnête et noble du peuple sahraoui à l'égard de ses voisins marocains. Elle constitue une main tendue en faveur d'une solution globale, juste et durable, et nous espérons qu'elle sera accueillie avec bonne foi. La proposition sahraoui est une initiative globale et démocratique guidée par les options possibles dans le cadre du processus de décolonisation et de l'exercice du droit à l'autodétermination. Par ailleurs, le ministre sahraoui des Affaires étrangères a dénoncé l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc qui inclut l'exploitation des ressources des territoires sahraouis occupés. La partie sahraoui a exprimé un profond étonnement face à la décision de la Commission européenne et à son ignorance des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne.
Nous sommes en contact direct avec les États européens ainsi qu'avec les institutions de l'Union afin d'éviter un conflit juridique. Nous espérons que l'Europe appliquera son propre droit avec sincérité et rigueur. L'Europe et ses peuples sont porteurs de principes et de valeurs. Et la primauté du droit constitue l'un des fondements de l'Union européenne. La Commission ne peut donc ignorer le droit européen comme si de rien n'était. Il s'agit d'un acte grave qu'il convient de confronter fermement. Nous sommes en communication avec de nombreuses parties européennes à ce sujet. Je vous en parlais également en titre au 13e jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont encore fait état de victimes des tirs des forces de l'entité sioniste, soulignant que les corps de 5 martyrs ainsi que 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 68 234 martyrs et 170 373 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et ce mercredi, de nombreux Palestiniens se sont rassemblés devant l'hôpital Nasser de Khan Younes au sud de la bande de Gaza pour enterrer les corps de 54 Palestiniens couverts de linceul blanc. Les corps non identifiés faisaient partie de 165 corps remis par l'entité sioniste la semaine dernière dans le cadre de l'échange de prisonniers conformément au plan de paix de Donald Trump. Au volet humanitaire, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a lancé une vaste opération de déblaiement des décombres dans la bande de Gaza et de distribution d'eau potable pendant que le fragile cessez-le-feu semble tenir. Depuis octobre 2023, la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste a détruit ou endommagé plus de 80% de toutes les structures de Gaza. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés au PNUD est de savoir comment déblayer les décombres générés à Gaza. Environ 55 millions de tonnes de gravats ont été générées, soit l'équivalent de 13 pyramides de Gizeh, ce qui représente une tâche colossale. Environ 300 familles vivent ici et l'approvisionnement en eau par camion-citerne fait partie des premiers services fournis par le PNUD. Il n'y a pas d'eau dans ce camp et le PNUD achemine l'eau par camion depuis des points extérieurs à la ville de Gaza pour la distribuer à la population. L'eau représente un défi majeur dans les premiers efforts de reconstruction. Dans l'actualité aussi, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est entré dans l'histoire hier en devenant le premier président français et européen à être incarcéré. Sarkozy a passé sa première nuit en prison après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Iman Merad. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, est désormais détenu. Une image inédite qui symbolise la chute d'un homme longtemps décrit comme hyper-président. Ces dérives, à la fois politiques et personnelles, auront marqué la vie publique française depuis plus de 15 ans. Nous avons choisi de nous rassembler sous le drapeau tricolore. Il avait promis une république irréprochable, mais Nicolas Sarkozy a fini par incarner l'inverse. Depuis sa victoire aux élections de 2007, l'ancien président traîne une succession d'affaires et de controverses qui ont fissuré son image. La confusion des genres. Dès les premiers jours, Sarkozy mélange vie publique et privée. Vacances sur le yacht de Bolloré, soirées avec les puissants, relations étroites avec les milieux des affaires, une proximité assumée avec l'argent et les médias qui brisent les codes de la fonction présidentielle. L'hyperprésidence, un pouvoir vertical, omniprésent, autoritaire. Il décide de tout, parle sur tout, marginalise les contre-pouvoirs. Ses ministres, ses conseillers, même ses amis politiques le décrivent comme un chef impulsif, incontrôlable. Une présidence marquée par le culte de l'action brutale et le mépris du compromis. La stratégie du clivage, une dérive qui aujourd'hui prend tout son sens. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose.
En 2005, avant même l'Élysée, il avait choqué en parlant de nettoyer la cité au Karcher. Au pouvoir, il durcit le temps sur l'immigration, la sécurité et l'identité nationale. Une rhétorique populiste qui a fracturé la société française et préparé le terrain à l'extrême droite, mais c'est sur ce terrain judiciaire que les dérives deviennent les plus lourdes. Affaire Big Malian, financement illégal de la campagne électorale de 2012, affaire des écoutes, corruption et trafic d'influence. L'affaire la plus grave fut celle de Kadhafi, le soupçon d'avoir reçu plusieurs millions d'euros du pouvoir libyen pour financer sa campagne électorale de 2007. Une affaire d'État mêlant valises de cash, intermédiaires et documents explosifs. Une affaire qui l'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, mais la défense s'essouffle. On va venger Kadhafi! On encourage tous Sarko! Ces derniers jours, une vidéo virale fait à nouveau trembler le clan Sarkozy. Par crainte et précaution, dans l'aile où il est détenu, des officiers de sécurité ont été installés dans une cellule voisine. Ils assurent une surveillance en continu, jour et nuit, pour prévenir tout incident ou contact extérieur, une mesure exceptionnelle sévèrement critiquée. Entre affaire Kadhafi, condamnation pour corruption et vidéos controversées, l'image de Nicolas Sarkozy est plus que jamais fragilisée. De ses excès de pouvoir à ses dérives personnelles, Nicolas Sarkozy aura marqué la vie politique française d'une empreinte indélébile. Son parcours est l'histoire d'une ascension fulgurante et d'une chute spectaculaire, celle d'un homme qui aura fini par être rattrapé par ce qu'il incarnait, l'abus du pouvoir. Allez, enfin, sport, football, la sélection algérienne féminine est arrivée ce mercredi à Oran en prévision du match aller face au Cameroun prévu demain au stade Miloud Hadfi à 19h dans le cadre du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Les joueuses algériennes dirigées par le sélectionneur Farid Bensiti espèrent signer un bon résultat à domicile avant d'aborder le match retour prévu le 28 octobre à Douala au Cameroun dans les meilleures conditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.